Bonjour Lionel, comment ça va? Merci d'avoir, Philippe Prier, merci d'avoir accepté de nouveau ce rendez-vous du Club Lamartine qui est diffusé, comme tu le sais, et nos Oui, téléspectateurs auditeurs aussi, maintenant en vidéo sur Facebook, YouTube et en podcast sur Deezer, Spotify et Apple Podcast. Apple Podcast, je vais y arriver. Et ils sont de plus en plus nombreux et je tiens à les remercier et merci à eux. je les encourage à s'abonner à leur plateforme préférée. Ok, Euh, Philippe Rier, tu es journaliste politique, tu es un habitué ouais, de ce rendez-vous du Club Lamartine. Tu as été le premier et je tiens encore une nouvelle fois à te remercier parce que je je t'en pense que si prie. tu n'avais pas été le premier, ben, ça n'aurait pas le succès d'aujourd'hui. Lors de notre dernier entretien, nous avions parlé des sondages parce que Oui, c'est une donnée importante dans cette campagne. Et au moment où on s'est parlé, Valérie Pécresse et Éric Zemmour explosaient. Mais aujourd'hui, les journalistes politiques ne font plus que analyser les sondages et ils n'analysent plus le fond politique. Comment fais-tu, toi, comment tu abordes une élection? bon, c'est la première fois que je fais des choses que je ne faisais pas les autres fois. C'est ma première présidentielle vraiment très, très, très différente. Je crois que les confinements sont passés par là. Je crois que les Zooms et le numérique est passé par là. Je crois que les sondages et la pléthore d'enquêtes, de sondages, parfois deux, trois fois par jour. Je ne sais pas, les dernières fois, c'était une fois tous les 2 jours. Il y avait un seul rolling, hein, le rolling de l'IFOP. Maintenant, tu as trois rollings quotidiens. Donc, tu as des sondages, une quantité incroyable. Tu as eu peu de grands meetings. Tu en as un petit peu dans la dernière période, mais tu n'en as pas eu au début de la campagne. Et tu as eu aussi un tempo de la campagne très original, avec l'apparition d'un candidat disruptif très très tôt en amont de la campagne avec Éric Zemmour. Donc, je veux dire, la chronologie de cette campagne est très particulière. Alors, la façon de travailler, c'est évidemment les sondages, de suivre leurs évolutions, d'aller piocher les bons chiffres, les bons éléments, les items de report, les items de catégorie sociale, les items d'abstention, de participation. Ce n'est pas simplement les scores des uns ou des autres. Ce n'est pas la course des petits chevaux. C'est aussi voir ce qui se passe dans le tréfonds de de ceux qui acceptent de se prononcer un petit peu, c'est comment ils agissent, comment ils évoluent. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce que, bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un institut de sondage, une enquête qui est envoyée, c'est parfois 60 pages d'analyse, hein, Hmm. du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas un chiffre. Alors, on sert à la population un chiffre avec des courbes, mais c'est quand même 50 à 60 pages de documentation très riche Hmm. et sur lesquels il faut travailler. Hein. Ce n'est pas le tout de gober ça, c'est on travaille là-dessus. Bon, après, c'est évidemment, comment dirais-je, c'est le narratif de la campagne, les déclarations des uns ou des autres, les polémiques, les postures, les débats. Il y a une profusion de débats à la télévision. Certes, pas de grands débats avec les 12 ni les 10, ni les… Bon, on a vu qu'il y avait des réticences à cause d'Emmanuel Macron, etc. Mais on a eu des débats, des face-à-face ou des seconds couteaux de chaque camp face à face. Donc, il y a eu un narratif et des éléments de campagne. Et puis, il y a une enquête plus journalistique qui est de sortir de chez soi, de sortir du téléphone, de sortir de ce qu'on lit, puis de voir des gens, de parler avec des gens, des vrais gens à Paris, en province, en se déplaçant, de dire comment ça se passe chez vous, des amis qu'on est habitué à avoir dans un camp ou dans l'autre, comment ils évoluent, est-ce qu'ils ont peur, est-ce qu'ils veulent s'abstenir, est-ce qu'ils jouent le jeu, est-ce qu'ils jouent tactique, est-ce qu'ils jouent idéologie. Et là, bon, je rentre de quelques jours en Normandie, on assiste souvent à des, mais enfin, ça on le voit aussi à Paris, à des incertitudes, à un grand flou artistique au niveau individuel, au niveau de famille, au niveau de gens qui votaient d'une certaine manière. Et on sent que là, il y a un vrai brouillard. Mais il y a quand même des indications, et c'est assez riche. En tout cas, il y a une indication sur la grande volatilité de cet électorat. Cette grande incertitude, cette envie quand même de participer pour les 2 tiers des gens à l'élection présidentielle, qui est la grande élection,
mais aussi de participer à un jeu, hein, parce que finalement, c'est comme un grand spectacle, hein, c'est comme The Voice ou autre chose. Hein. Ça a un côté spectacle télé, avec voilà, un gagnant à l'arrivée et des gagnants, hein, qui sera au second tour. Voilà, il y a beaucoup moins d'idéologie, mais on sent quand même qu'il y a des gens qui sont attirés par ce débat, et d'autres, et c'est intéressant de les écouter aussi, qui disent, en gros, fuck, on s'en fout, nous on vit très bien, ou on vit très mal, ça sera comme avant, peu importe celui qui sera élu, et c'est intéressant d'entendre cette parole-là, d'où elle vient, et elle ne vient pas forcément de gens excités, de gens gilets jaunes, elle vient parfois de gens très insérés, de jeunes, etc., de gens qui ont leur petite vie, qui sont dans leur bulle, qui ont le sourire, qui ont la banane, mais qui ne sont pas du tout touchés par la question politique. Alors, lors des régionales, Oui, les sondages avaient annoncé 5 régions, si je ne me trompe pas, pour le Front National, et au final, il y en a eu 0. Il y a eu l'élection, le référendum européen, où les sondages donnaient le oui très largement, et ça a été, comment dirais-je, le non qui a gagné. Il y a eu 2002, l'élection où les sondages n'ont pas vu arriver euh, Jean-Marie Le Pen. Est-ce que dans 15 jours, au lendemain du premier tour, quand nous nous verrons pour analyser, on sera à l'aube d'une surprise et ah, que Macron sera peut-être en tête, mais avec 19, ou 19 ou 20, et que non, le je ne crois deuxième pas. sera, Alors, je sais pas, je crois Mélenchon. il peut y avoir des surprises, mais jusqu'à un certain niveau. Là, tu mélanges et tu cites des élections où il y a eu effectivement des votes mal évalués ou des votes cachés, etc. Mais une chose, et par exemple pour les régionales, c'était très compliqué pour les régionales, parce que ce n'est pas une campagne nationale. Hein. Hmm. C'était une campagne par région, et donc il y a une très mauvaise appréciation par des sondages qui font des échantillons au niveau national. Hein. Ça a été très difficile d'évaluer en fait ce qui se passait au sein de régions par rapport aux leaders locaux, ceux qui se présentaient, etc. Et les élections intermédiaires, les municipales régionales, les partis extrémistes sont pénalisés. Effectivement. Ils n'ont pas de sortants, ils ont très peu d'équipes, sont plutôt des écuries pour des grandes élections. Tu as cité 2 grandes élections dans ton énumération très intéressante, celle des européennes et celle des présidentielles. Là, il y a eu des surprises, des sous-estimations. On n'a pas vu arriver Le Pen autant qu'il est arrivé en 2002. Et aux européennes, le score des uns ou des autres a été un petit peu différent, quoique par rapport aux sondages. Mais je distinguerais bien les élections intermédiaires, Hmm. locales et les élections nationales. Pour les élections nationales, il est plus compliqué de prévoir un grand chamboulement. C'est-à-dire que ceux qui sont placés en 1, 2, 3, 4, ça soit 3, 4, 2, 1. Voilà. Je pense qu'il y a, comme on l'a vu au régional, ceux qui sont arrivés en tête, rappelons-nous, Hmm. c'est la liste Macron et la liste Le Pen. Donc, il est quand même envisageable qu'on voit arriver les mêmes 2 ans après, hein, avec presque un petit plus, même un large plus pour la liste Macron parce qu'elle est là vraiment incarnée par un homme et il a quand même des partisans, il a un socle, la guerre de l'Ukraine l'aide, etc. Donc ça peut être un 22, 23 qui peut être beaucoup plus, qui peut aller vers 28, 30. Et Marine Le Pen, pas tellement en stock parce qu'elle est concurrencée par Éric Zemmour par rapport aux européennes. Mais elle peut être à un niveau appréciable de 20, 19, 20, 21, qui est appréciable compte tenu de ceux qui lui mordent un peu les mollets. Ça va de Jean Lassalle à Nicolas Dupont-Aignan et en passant par Éric Zemmour. Donc, il ne serait pas étonnant quand même que ces deux-là, qui arrivent souvent quand même en tête des élections depuis présidentielles, bon, il y a eu oui, en tête. Enfin, après, il y a la particularité Macron en 2017. Mais enfin, donc, ils arrivent en tête, Macron et Le Pen. Il n'est pas impossible de penser que ce soit quand même les deux qui terminent en tête. À un niveau à vérifier, peut-être que ça sera déceptif pour Marine Le Pen parce qu'au dernier moment, il y aura peut-être une remontée, on ne sait jamais, de Valérie Pécresse, voire d'Éric Zemmour, mais on y reviendra. Et d'Emmanuel Macron, ça peut dépendre aussi de l'ampleur que prendront les polémiques sur le social.
ça sera à son désavantage. Les événements de Corse, ça peut être aussi à son désavantage, il y a à la fois des troubles, à la multiplication d'incidents dans les banlieues, comme on l'a vu depuis 2 jours à nouveau en Île-de-France, à Sevran, donc les problèmes de sécurité, ou inversement, en plus pour lui, il pourrait y avoir une espèce d'apothéose, et je crois savoir qu'il recherche à faire peut-être un voyage inattendu que préparerait aussi le pape, dit-on, à Kiev, s'il y avait d'ici 15 jours, s'il y avait une opportunité de faire un déplacement international pour rencontrer je ne sais qui, pour négocier ou pour être témoin de quelque chose. Voilà. Et donc là, je pense que il pense que ça serait peut-être un plus. Donc voilà, mais voilà des ingrédients qui peuvent faire changer le niveau des 2 premiers, mais je vois difficilement un grand bouleversement, les 3 et 4 passant 1 ou 2. Pourtant, pas pour le premier, parce qu'il est effectivement, Emmanuel Macron est haut, donc on a quand même du mal à imaginer que les sondages se trompent, mais en ce qui concerne, en tout cas, le 2, 3, 4, on est quasiment dans la marge d'erreur. Donc, alors, pas pour tous les sondages. Hein. Il y a des sondages où il y a quand même des différences entre le 2 et le 3. 14 à 20, bon, c'est plus la marge d'erreur. Hein. La marge d'erreur, c'est 16, et ça voudrait dire que l'un peut monter jusqu'à 16 et Marine Le Pen peut descendre jusqu'à 18. Hein. Bon, et puis il y a des instituts de sondage où on les donne un petit peu plus proches. Oui, ça peut être la marge d'erreur. Après, bon, il faut voir hein, dans ces 15 derniers jours comment vont. Ce que je tiens à dire, c'est qu'en fait, souvent dans les présidentielles, ça se cristallisait dans les 15 derniers jours. Dans les 8 et 15 derniers jours, avec des grands débats. Et dans les derniers jours, parce que les gens s'y intéressent, tout d'un coup. Parce qu'on sait que ce week-end du premier tour, on ne va peut-être pas partir en week-end, on va rester pour voter, ou on fait une procuration, etc. Donc, ça motive. Et puis, les gens ne parlent que de ça. Mais cette fois-ci, là encore, il y a un élément différent par rapport aux autres fois, c'est que le grand événement de cristallisation, il a eu lieu, il a commencé à avoir lieu il y a un mois, au début de la crise de l'Ukraine. Et donc, c'est quand même les événements ukrainiens qui ont quand même cristallisé, qui ont fait bouger les choses. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une seconde cristallisation dans la cristallisation, quelque chose qui bougerait, qui ferait bouger les lignes par rapport à ce qui a déjà bougé, mais il y a des choses qui ont déjà beaucoup bougé entre le 1, 2, 3, 4 par rapport à il y a un mois. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est nettement très haut et inatteignable. C'est qu'il y a un écart qui est allé jusqu'à du simple au double avec Marine Le Pen, mais qui a été grignoté par Marine Le Pen, et parfois il y a un écart plus que de 7, 27-28 contre 20. Il y a la chute de Valérie Pécresse, qui n'était pas celle-là avant l'Ukraine. Hein. Elle a pâti aussi de l'Ukraine. Hein. Parce que, à tort ou à raison, là c'est un débat peut-être MeToo, le rôle des femmes en politique, etc. Ça a réussi pour Marine Le Pen, ça a réussi moins pour Valérie Pécresse. Peut-être pas le fait d'être homme ou femme, c'est le fait d'avoir de l'expérience ou de moins en avoir, comme Valérie Pécresse. Mais elle aussi a décroché. Et quand même, Éric Zemmour, même s'il a eu des hauts et des bas dans sa campagne depuis des mois, il a baissé nettement, il est apparu, à tort ou à raison, enfin à mon avis à raison, comme étant le plus proche et le moins bienveillant à l'égard le plus proche de Poutine et le moins bienveillant à l'égard de la population ukrainienne. Sa polémique sur les réfugiés, etc. Voilà. Et il a surenchéri dans une posture avec le ministère de la Remigration qu'il a un petit peu enfermé dans un mono-sujet. Et pour être candidat à la présidentielle, bon, outre le fait qu'il faut être disruptif, on peut être disruptif, raide, dur, mais il faut que dans son discours, on embrasse tout un tas de sujets. C'était le cas de Jean-Marie Le Pen en 2002, c'était le cas d'Emmanuel Macron, etc. Son principal tort, peut-être, c'est de ne pas avoir réussi à élargir son socle. Élargir son jeu, sa palette de jeux, ses thématiques, pour un peu parler, un peu économie. Bon, il ne paraît pas très sincère ni très audible. Enfin, en tout cas, il est dépassé par Jean-Luc Mélenchon et par Marine Le Pen sur des thématiques économico-sociales. Ce n'est pas tout son truc, parce qu'en fait, pour le coup, il est assez macroniste. C'est le plus libéral. Je dirais, les plus libéraux. Enfin, il est très proche, pour le coup, de Pécresse et de Macron, parce qu'il est partisan d'une économie libérale, où l'État intervient peu,
et où finalement où il faut travailler, etc. Enfin, le travailler plus pour gagner plus. Il a emprunté à Nicolas Sarkozy Oui. cette thématique. En fait, pour le coup, là, il est pour le coup libéral et homme de droite libéral. Et par les temps qui courent en économie, où on a envie de se protéger, le thème de la protection est quand même majeur. Et les candidats qui parlent de protection, y compris Macron, bah, ils sont plus écoutés. Les gens, ils ont la trouille, ils veulent être protégés, ils veulent avoir des assurances, ils veulent avoir des garanties. Et ben, ce discours un peu, je dirais pas Madelin, mais ce discours libéral en économie est C'est pas peut-être un français. peu décalé par rapport à la réalité. Oui, et c'est pas très français. Et peut-être pas très français. Enfin, on a connu ça il y a longtemps avec Alain Madelin. Enfin, je ne dis pas qu'il est comme Alain Madelin, mais en économie, il est très libéral. Oui, et Madelin, Madelin, il n'était pas très très haut. C'est Ah pas ben, comme- il a terminé très bas, oui. c'est- le libéralisme en France ne fonctionne pas. Ben si, il y a eu des moments quand même. Valéry Giscard d'Estaing a été élu quand même, enfin il y a très longtemps, hein, je te parle, bon, ça ne parlera qu'aux plus anciens, quand même sur il y avait une politique, il était assez libéral quand même, il a ouvert les choses, et puis quelque part la gauche, enfin la gauche, la seconde période de la gauche, hein, Bérégovoy et Desca, Hmm. a été, pas la première vague, hein, mais ensuite a été assez libérale, elle a décorseté l'économie, hein, elle a remis de la liberté dans l'économie. Alors, tu parlais de Valérie Pécresse, mais Valérie Oui, Pécresse, elle a décroché quand même au moment de son discours d'investiture où là, il est au apparu zénith. que les meetings, Au- c'était pas son truc, quoi. Les victimes. Pas les meetings, les meetings. Ah, les meetings, les meetings. Ah, les meetings, c'était pas son tour. Ouais. Bon, sauf qu'elle avait prévu dans son agenda un meeting, le meeting au Zénith. Il était programmé, telle date. Un meeting pour une personne qui n'est pas habituée à en faire, pour faire plutôt des réunions, je dis pas que des réunions d'appartement, mais j'ai souvent vu Valérie Pécresse faire des petites réunions devant 200-300 personnes au conseil régional, dans le cadre des régionales. Elle a fait des meetings, des petites réunions publiques. Mais des petites réunions publiques, ce n'était pas un discours devant une foule, derrière un pupitre. C'était, elle se baladait avec un micro, elle faisait un peu du Macron, hein, je dirais, un petit peu comme dans le grand débat. Bon, et là, ça passait très bien. Mais là, un meeting devant une foule énorme, où il y a des rites, où il y a des façons de faire pour soulever une foule, pour susciter des applaudissements, pour faire de l'humour, il faut changer de registre, il faut alterner des grands principes et des exemples. C'est tout un art, et visiblement, ben, oui, ben, elle l'a reconnu. Hein. Elle a plutôt reconnu aussi qu'elle a assumé qu'elle n'avait pas été bonne. Mais elle a dit, bah, un mauvais meeting, ça ne tue pas forcément le match. Sauf qu'il n'y a pas eu que le meeting. Il y a eu tout un chapelet de bugs, d'erreurs, de petites séquences filmées pour TikTok, etc., où on la voyait dans une gare SNCF, ou sur des choses banales comme pour Hidalgo. Enfin, des petites choses où elle paraissait un peu pas à la hauteur, décalée, etc. Et puis elle a été prise en étau quand même entre deux lignes idéologiques, hein, Lionel. Hein. Hmm. Elle a été prise en étau entre la ligne Ciotti, hein, qui était minoritaire, mais qui faisait 40% dans son parti, et qui imposait une ligne dure, et puis une façon d'être, notamment sur les sujets de société. C'est là où j'ai trouvé la meilleure, la plus à l'aise. Je me souviens d'une émission sur la 1 ou sur la 2 où on la voyait, peut-être LCI, où on la voyait en Corrèze, dans une ferme, Hmm. etc., où elle parlait aux Corésiens, où là, je l'avais trouvé, ben là où elle a. Non, c'était sur BFM, où elle a fait le son à Jean-Pierre Bourdin. C'est ça, ouais. Tu te rappelles? Voilà, c'était sur BFM. Mais là, je l'avais trouvé terriblement efficace, à l'aise, elle bougeait, elle quittait son petit tabouret, elle alternait, puis elle ne faisait pas des réponses au kilomètre, elle répondait aux questions, elle paraissait sincère. Voilà, c'est un tempérament, mais c'est pas une harangueuse de foule, c'est pas un grand leader. Voilà, c'est embêtant pour une élection présidentielle. Est-ce que pour toi, c'est pour ça qu'elle plonge? Ah bah oui, 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 ben pour des raisons, je t'ai dit, d'abord idéologiques, du fait qu'elle est sur un socle d'électorat qui est quand même, qui se rétrécit, hein, qui est écartelé entre deux familles, hein, ceux qui vont vers Zemmour et ceux qui vont vers Macron. Et puis deux, comme elle n'apparaît pas encore ce week-end, j'ai rencontré des gens qui auraient été prêts à voter pour elle, qui sont pour elle, mais comme ils ne la sentent pas au niveau, ils me disent, hein, on ne la sent pas au niveau, Hmm. ben, ils vont voter autre chose. Et puis le surgissement de la guerre
l'a un peu déclassé dans la tête des gens, je pense. On pense qu'un chef de guerre en France, en ce moment, ben, on a celui qu'il est, c'est un homme. Donc, c'est difficile de passer les clés. On se dit, ben, elle, comme d'autres, hein, ça joue aussi en négatif pour tous les autres. C'est difficile d'imaginer un autre en ce moment. Regarde quand même les élections qui sont passées ce dimanche hein, en Allemagne, hein, en Saxe. Il y a eu des élections intermédiaires. C'était un fief du parti chrétien-démocrate. Ils ont été laminés. Ils ont perdu 13% des voix. Et c'est le SPD qui n'a jamais été puissant dans ce petit land, hein, riche et tranquille, etc. Voilà. Alors, tu vas me dire, Olaf Scholz, chef de guerre, on ne s'en est pas trop aperçu. Mais visiblement, pour les Allemands, il a dû apparaître parce que c'est le chancelier, il a eu une prime, parce qu'il négocie avec... voilà, il est à la table des négociations, il est à la table des grands. Et tous les autres ne sont pas à la table des grands. Alors, il y en a un autre qui réussit dans ses meetings quand même, et qui réunit beaucoup, beaucoup de monde, mais qui baisse aussi. Et c'est Éric Zemmour. Alors, qui baisse aussi, oui. Alors, il réunit beaucoup, oui. Oui, et même non, le seul qui arrive à réunir du monde dans des meetings. Alors, non, il y a Jean-Luc Mélenchon. Oui, on en parlera tout à l'heure, si tu veux. Ouais. Où là, j'ai peut-être des choses à dire pour avoir été à des meetings qui n'ont pas été dites concernant Jean-Luc Mélenchon. Mais revenons à Éric Zemmour. Ouais, oui, bon, c'était... Oui, il y a non seulement le nombre, mais il y a une ferveur. Oui, c'est assez étonnant quand même qui est, en plupart du temps, quand même, quand il y a ces ferveurs et qu'il y ait du monde dans les meetings, il y a un résultat dans les sondages. Et ben là, non, non, pas toujours. Pas toujours, je me trompe. Ah non, Nicolas Sarkozy, oui, quand il a voulu recommencer, il y avait du monde dans les librairies, il y avait des queues, il y avait des petits meetings, il y avait des gens hystériques qui étaient prêts à... Alors, c'était pas souvent des jeunes gens, hein, alors que pour Éric Zemmour, il y a beaucoup de jeunes. Hein, mais pour Nicolas Sarkozy, c'était plus quand il a essayé de revenir, plus avec des seniors et des personnes âgées. Et c'était assez très connoté sociologiquement. Ça allait aussi pour Éric Zemmour. Mais il y a eu des foules enthousiastes, mais ça fait pas forcément c'est pas forcément significatif. Hein. Et il y a quand même Alors, un ce sont truc... des gens qui sont très, qui vivent un rêve éveillé, hein, d'un candidat disruptif. C'est un courant intellectuel, c'est un courant qui estime avoir été bridé depuis 40 ans. C'est la revanche de mai 68. Comme il y a eu les gauchistes sous les pavés la plage, l'amour plus que la guerre, etc., enfin dans les années 60-70, qui a un petit peu imprégné toute la sphère intellectuelle française. Là, c'est un truc, je les connais, je les fréquente. C'est des gens qui sont dans une espèce de révolution conservatrice qu'a connue l'Amérique, avec Trump notamment, qu'ont connu certains pays, avec le Brexit en Angleterre, qu'a connu l'Italie, avec leur leader, etc. Et là, qui est intense, c'est un bouillonnement de talents, de jeunes esprits, de jeunes chercheurs, de normaliens, de plumes, de talents, d'intellectuels, et qui éclosent et qui étaient confinés à une presse qui était très, très marginalisée et qui maintenant, grâce à CNews, grâce à Laura maintenant qui a Valeurs Actuelles, grâce à d'autres journaux de la droite dure comme l'Incorrect, grâce à des journaux comme ceux d'Elisabeth Lévy-Cauzard, etc. Donc, il couvre tout un tas de segments et ça fait beaucoup de monde. Hein. Et ils ont l'impression de vivre un moment historique, de revanche et d'occasion historique qui auront, avec ce qu'a été le gaullisme et le parti gaulliste depuis 1958, à la fois la fin d'un cordon sanitaire entre l'extrême droite et la droite. Plus qu'Éric Zemmour, il s'en fiche un peu du résultat. Demain, il ne veut pas être président. Ça l'amuserait d'être au second tour face à Emmanuel Macron pour lui faire la leçon. Voilà, mais ça serait un exercice. Voilà, je ne sais pas s'il serait particulièrement génial en plus. Il serait peut-être tout aussi déceptif que Marine Le Pen la fois dernière face à Macron, parce que ça serait, voilà, il serait peut-être déceptif. Mais c'est pour la suite.
s'ils arrivent devant Valérie Pécresse, si Zemmour arrive, c'est son but là. Hmm. Il a compris qu'il aurait du mal à arriver devant Marine Le Pen. Son but, c'est de passer devant Valérie Pécresse, qu'elle tombe en dessous de 10 et que lui soit au-dessus. Et ça, c'est une victoire historique et c'est plein de promesses pour les législatives et pour la suite. Donc, c'est un événement politique, intellectuel, mais de première grandeur qu'on n'a jamais connu. Et ça se passe sous nos yeux. Et c'est passionnant. Et ça serait la première fois que les républicains, c'est-à-dire les ancêtres, c'est-à-dire le nouveau nom de ce qu'était le Parti gaulliste, seraient pour la troisième fois écartés de l'élection présidentielle et donc voués à l'éclatement. Donc c'est vertigineux, c'est très fort, très puissant, c'est passionnant. J'invite les auditeurs et les téléspectateurs à revenir et à écouter nos anciens rendez-vous où on parlait, entre autres, de la création d'un parti trumpiste en France. Et on y arrive, parce qu'effectivement, cette élection, elle a quand même des effets, il y aura des effets boule de neige, parce que les législatives derrière, elles peuvent être, à mon avis, aussi surprenantes. Alors donc, Zemmour qui ne réunit pas, il y a quand même un effet sur lequel je croyais personnellement, pas pour, pour le souhaiter, mais en analysant la situation, je pensais qu'il y aurait un effet Marion Maréchal Le Pen, et en fait, non. Ça a fait flop. Ben, ça fait flop parce qu'elle est arrivée trop tard et à une mauvaise période. Elle est arrivée dans une séquence qui était complètement dominée par la guerre de l'Ukraine et ça a paru être un truc. On ne pensait pas du tout à des histoires de débauchage, de regroupement, d'histoires de famille, etc. Enfin, on en avait eu déjà avec Zemmour qui avait égrené ces ralliements. Et donc, c'était un de plus. C'est apparu comme un truc qui n'était pas, c'est pas arrivé au niveau de. Voilà, ça n'a pas intéressé les gens. Il fallait que ça intervienne plus tôt ou plus tard, enfin, surtout plus tôt. Et ça a paru un truc qui n'était pas, voilà, pas du niveau de la gravité de la situation, tout simplement. Et que donc c'est embêtant pour elle parce que ça l'a banalisé d'un coup. Et puis Marine Le Pen a très bien su jouer ça parce que c'est elle d'ailleurs, il me semble qu'on en avait parlé, c'est elle qui elle-même avait éventé le truc, qui avait annoncé pour déminer le ralliement de sa nièce. C'est elle qui l'avait annoncé carrément dans une émission de télé. Donc ça a eu un effet plouf. Voilà. Donc il faut se figurer quand même que les gens ils sont pas comme nous, Lionel, moi et quelques autres. Sur Twitter, dans les réseaux sociaux, à suivre tous les faits et gestes. Hein. Eux, les deux sujets qui les angoissent, là, enfin, je le vois dans les dernières enquêtes, il faut voir les thématiques. Hein. C'est d'un côté le problème de pouvoir d'achat, au sens large, hein, de fin de mois, et puis c'est la guerre de l'Ukraine. Hein. Voilà. Et ça a remplacé un sujet qui était la Covid il y a 3 mois. Hein. Et on sent que, voilà, donc c'est ça les sujets. Plus que la nationalité, le grand remplacement. Grand remplacement, bon, c'était un effet, ça a été un truc de médias intellectuels, mais qui pouvait pas, voilà, mais qui ne suffisait pas, comme je t'ai dit. Ça suffit pas à faire un candidat. Il faut qu'un candidat, il parle de tout. Alors, il y en a une qui se maintient, hein, et on va essayer d'enchaîner un peu plus vite. Il y a Marine Le Pen, quand même, qui se maintient, qui baisse, mais qui se maintient à une hauteur. Alors, elle se maintient, attention, elle se maintient si les gens vont voter pour elle. Hein. Parce que, en fait, les votes Marine Le Pen et Mélenchon sont particulièrement indexés au degré de participation hein, au scrutin. C'est-à-dire que s'il y a une participation massive, ça sera mauvais pour eux deux. Hein. Ils seront déçus. Par contre, s'ils vont se déplacer, ils peuvent avoir des bons scores. Ils ne sont pas déplacés beaucoup au régional. Et donc, en PACA, le RN a fait un flop. Hein. C'était quand même inattendu. Hein. Ça, c'était fort. Hein. Ça, c'était incroyable. Alors, en PACA. Est-ce que ni au premier, ni au second tour. Pas Zemmour, mais est-ce que Mélenchon peut passer? Alors, tu voulais parler particulièrement de Mélenchon. Alors, Mélenchon non, moi, j'étais un petit peu Le Pen. J'étais un petit peu surpris qu'en fait, je sais pas, je suis un petit peu interrogatif sur Mélenchon. J'ai participé au meeting de Paris, de la République, mais pas celui de Marseille hier. Mais j'ai vu qu'à Marseille. Tu as participé, tu veux dire assister? Participer, oui, participe, j'assiste. Oui. Alors, alors, pour celui de Marseille, sur la plage du Prado, j'ai entendu mes confrères dire qu'il y avait quand même moins de monde que la dernière fois.
qu'elle n'a pas été remplie comme il y a 5 ans. Ouais. Eh ben, j'ai eu la même impression, sauf que personne ne l'a dit. Et les médias ont repris les 100 000, je crois, qui avaient été évoqués par Oui. 50 000 ou 100 000 par Jean-Luc Mélenchon. Non, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de monde. J'ai trouvé que la ferveur, elle était limitée à ceux qui étaient proches des tribunes, aux jeunes, etc. Mais je me suis beaucoup baladé aux alentours avec des gens plus âgés, des seniors, et j'ai surpris beaucoup de conversations où les gens n'avaient pas le moral. Se disaient pourquoi on est divisé à gauche. J'ai vu des gens du PC se disputer avec des gens de Mélenchon. J'ai vu du débat. J'ai pas vu que de la joyeuseté. Et surtout, j'ai vu à peine une demi-place de la République remplie. Quand tu Donc, regardais j'ai les images, trouvé moins tu disais que de ce n'était pas monde. très, très rempli quand même. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Bon, mais ça n'a pas été trop dit par les médias. Est-ce que c'est un signe ou pas de ce qui va se passer? Ou plutôt un signe que les meetings, ben, ça ne veut plus trop rien dire, hein, que les meetings peuvent être pas merveilleux, mais il y aura quand même du monde pour aller voter. Hein. On verra peut-être pour Mélenchon. Et qu'inversement, pour Zemmour, il y aura eu beaucoup de monde. Mais il y aura eu beaucoup de monde, oui, mais peut-être que ça ne se traduira pas forcément dans les urnes. Voilà. Mais est-ce que là aussi, lui, il ne paye pas le fait d'avoir quand même été pro-Poutine? Alors, moins que les autres. Oui, il paye moins que les autres. Moins Oui. que les autres. C'est Parce étonnant que, parce si que tu veux, il a été il est très, très ambigu, quoi. habile. Il a gommé son côté Poutine compatible avec des déclarations maintenant dans tous ses meetings, dans toutes ses déclarations. Il dit qu'il condamne cette guerre, qu'il n'y a pas. Voilà, maintenant il appelle un chat un chat. Il Alors il reste ambigu épilogue par pas rapport à trop, hein. l'OTAN, quand même. Hein? Il reste Comment? ambigu par rapport à l'OTAN, par rapport Oui, à mais enfin, l'aide à il la n'aborde pas ce sujet résistance. dans le meeting hier, il n'a pas parlé de l'OTAN. Hein. Hmm. Il a dit, moi, celui de la place de la République, il a parlé pendant 3 minutes. Il a dit, bah ouais, il y en a qui voudraient me piéger sur ce conflit. Eh bien, je vous le dis tout net. C'était une agression de Poutine sur l'Ukraine. Et là, il y a pas photo. Enfin, Hmm. voilà, il le présente comme ça. Alors, il fait applaudir comme ça. Du coup, ça évite Hmm. tout débat. Il ne rentre pas dans les détails trop de l'OTAN ou pas autant. Euh, Son sujet, c'est de rassurer maintenant. Son sujet, c'est d'attirer des gens raisonnables, des gens qui ne soient pas forcément LFI, mais qui viennent d'autres partis pour du un peu PS, prendre deux ou du trois Parti points. Voilà, communiste et des Verts. voilà, voilà. Donc, il est très habile de ce point de vue-là. Et puis, il paraît très, très nounours, très modéré, très patelin, très, très prof qui fait un cours. Il passe bien. Hmm. Et ça, les Français, ils aiment les intellectuels. Ouais, toujours. Alors, ils aiment les intellectuels. Euh, non, je ne dirais pas, c'est vite dit. Chirac avait pas une réputation d'être un grand intellectuel ou un intellectuel caché. Ils Oui, aimaient mais l'homme, ils aimaient l'homme d'action. ouais, il était très Ils entouré aimaient. quand même du milieu culturel. Non, mais lui, Ouais, rappelle-toi, il oui. n'aimait que la musique militaire, on disait, et il aimait que les masques japonais et puis Japonais. le sumo. Bon, il n'avait pas une culture. Sarkozy, rappelle-toi, Ouais. sa polémique, il a trouvé Ouais. Carla quand même pour avoir une culture littéraire. Hein. Il était quand même. Non, 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 non. Non, Non. en politique, oui. Les gens aiment Pompidou, ils ont eu peut-être trop intéressants Zemmour parce qu'il y a de la culture. Spontanément, la culture, oui, oui, ils aiment, oui. Alors, ce n'est pas un gage forcément de succès, hein, ni forcément d'excellence en termes de chef d'État ensuite. Mais c'est vrai qu'ils sont attirés par la culture, mais pas seulement. C'est un mélange. C'est un mélange. Alors, on va finir sur les personnalités en tête, mais parce que bon, rentrer dans les sondages, on verra au lendemain ce que ça donnera quand même, parce que ce qui compte, c'est quand même les bulletins qui sont dans l'urne. Je tiens à le rappeler. Euh, alors, il y en a un qui, quand même, c'est Macron. J'ai l'impression qu'il est en train de prendre les électeurs en otage. C'est-à-dire qu'en fait, il est tellement haut qu'il se dit, de toute façon, au deuxième tour, je serai élu, je serai en premier au deuxième tour, et au deuxième tour, je serai élu parce que de toute façon, il y a personne d'autre et qu'il est peu probable que Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon ou Éric Zemmour, bon, Valérie Pécresse, maintenant, elle a l'air un peu très très loin. Ça serait très très surprenant qu'elle arrive à le remonter, mais il est en train de faire passer la retraite à 65 ans, son histoire de RSA où il faudrait travailler. Travailler pour 500 euros, c'est quasiment un peu moins que le SMIC, mais je pense que les gens aimeraient travailler. Hein. Ils préfèrent travailler que pas travailler, je pense. Est-ce qu'il n'est pas en train de prendre en otage les électeurs en disant voilà tout ce que
tout ce que en fait, j'ai pas réussi à le faire passer, bah, je vais le faire valider dans l'élection. Je vais dire que je l'ai dit, et comme ça, au moment où il faudra le faire passer dans quelques mois, Non, bah, je je ne suis dirai, pas bah tout oui, à fait, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. D'abord, il avait dit un D'accord. certain nombre de choses il y a 5 ans, y compris sur la retraite. Il a cru vouloir le faire et puis il n'y est pas arrivé, hein. Donc, il sait très bien que c'est François Hollande qui l'a dit, je crois, dans une déclaration, tous les engagements des politiques aujourd'hui ne valent rien eu égard aux circonstances de la guerre et de la crise économique qui va sévir. Donc je pense qu'on pourra très vite tout oublier, tout ce qui a été annoncé, des uns comme des autres. C'est François Hollande qui le disait dans une déclaration que j'ai trouvée frappée au coin du bon sens. Donc c'est pour essayer de présenter quelques mesures un petit peu qui fassent débat, qui fassent réagir, etc. Sur les retraites, bon, qui étaient en résonance avec ce qu'il avait annoncé en 2017, ce qu'il a voulu faire, mais qui est du rétropédalage sérieux, hein, sur Mm. la retraite, parce qu'il n'y a, y a que la limite d'âge, hein, mais il n'y a pas la réforme où on devait être tous avec la même caisse de retraite, etc. Donc, elle a perdu beaucoup d'allure et beaucoup de sophistication et beaucoup d'originalité. Non, je crois qu'il fallait qu'il pose quelques mesures, mais ce qui est plus troublant, ce qui est plus étonnant, et là, je te rejoins pas pour le fait qu'il prend les gens en otage, parce qu'il n'y a pas de situation. Il est en position de favori parce que d'une part, il est sur place, parce que je t'ai dit, comme en Allemagne et dans d'autres pays, ou à Malte, hein, les travaillistes, autre exemple, ont été reconduits, alors que Dieu sait il y a eu des scandales autour d'eux, bah, ils ont été reconduits aussi, hein, comme par hasard, hein. Chef de guerre, hein, lis les articles sur Malte, la Saxe. Bon, donc pourquoi la France déparerait à ça? Et puis deux, je pense aussi que euh, dès que tu parles à des gens qui ont des tendances comme j'ai fait ce week-end ou comme je le fais régulièrement, on te dit très vite, même si on n'est pas d'accord avec lui, oui, quand même, alors, sauf si on est très mécontent de lui et qu'on est prêt à crier Macron assassin ou vendu ou etc., comme hier au Trocadéro. Mais en général, on dit, bah, il assure quand même, moi ce que j'entends le plus, qui voulez-vous à sa place pour parler à Poutine, à Biden et aux autres. Voilà, ça c'est le seul truc qui revient en boucle, hein, y compris chez les gens qui ne vont pas voter pour lui. Mais ce qui a été le plus surprenant dans son programme, je dirais, c'est qu'à l'inverse de 2017, c'est qu'il n'y a pas eu un truc sexy qui soit positif. Tout est apparu comme une réforme, un peu de régression sociale. Mm. Le RSA, la retraite. Qu'est-ce qu'il y a eu? On me dit, il n'y a eu qu'une mesure qui est sympa, la suppression de la redevance. Tu parles, 110 euros. Comme il y avait eu la taxe d'habitation, rappelle-toi, Mm. qui n'est pas tout à fait complète pour tout le monde, la réduction, mais qui était quand même la carotte. Hein? Mm. Il n'y a pas eu beaucoup de carottes. C'est ça qui est pénible et douloureux, moi, Et chez lui. surtout que la redevance, ça va énerver le milieu culturel Ça aussi, par ailleurs. Mais et les journalistes. Parce que, c'est un bon, truc un peu populiste, démago. mm. Les gens n'aiment pas la télé, les gens n'aiment pas les médias. Un clin d'œil, il y a peut-être au privé. Voilà, ça fait pas. Voilà, c'est démago, mais pouf, ça passe. Et c'est 110 euros de moins. Ah oui, c'est important, 110 euros de moins. 110 Ah ou oui, 138? ou 138. Alors 138. 138 pour ceux qui sont au SMIC, évidemment, c'est une dépense, mais alors pour ceux qui ont 10 télé, dans 10, voilà, puis on n'a toujours pas une taxe qu'on devra avoir, à mon avis, sur les écrans. Mm. Parce que la télé, on la voit sur les écrans. On en parle depuis belle lurette là-dessus. Bon, avoir au moins une taxe symbolique dans une pipe, non? Plutôt que la taxe sur l'écran de la télévision qui a quasiment plus chez les jeunes C'est et ça. qui a uniquement chez les vieux et chez les petits salaires. C'est typiquement démago. Et ce que je vois dans ce programme, c'est qu'il n'y a rien, tu vois, qu'il n'a rien trouvé d'un truc sympa, de positif, qui rende les gens heureux, comme dirait M. Roussel. Il n'y a pas, il y a quelque chose qui est en continu, de continuité, mais très techno, très. Et moi, je suis inquiet pour la suite. Oui, alors, surtout qu'il y aura comme législatif. Et bon. Euh, alors, on va parler de ceux qui sont en dessous de 10, voire en dessous de 5. Il y a Roussel qui fait le retour, qui incarne le retour du Parti communiste en France. Euh, Événement médiatique, mon cher Lionel, je le vois à 3 dans 2 sondages aujourd'hui. Il baisse de 1 et il terminera entre 2 et 3.
il terminera à 3, tout juste, 3-2, 3-3, 3-2, mais très loin des 5. Alors bon, tu vas me dire, oui, Anne Hidalgo est à 2, sera à 1,8 ou à 2,1, c'est pas brillant. Mais quand même, par rapport à tout ce qui… Non, honnêtement, alors lui, il m'a un peu… Alors, lui, il m'a un J'aime peu pas les déçu. apéros sel. Il a été trop dans le gadget. Je trouve qu'il a fait trop son… Kéké. Trop comédien. Oui. Voilà. Voilà. Et puis moi, encore ce week-end, il y avait ce week-end où il y avait des gens de toutes couleurs, mais j'ai vu des gens qui ont toujours voté communiste et qui m'ont dit, cette fois-ci, non, on ne votera pas Vote communiste, utile. on va voter utile. Voilà. Donc, il va perdre la dernière ligne droite, il va passer de 4-5 à 2-3. Voilà. Alors, Voilà ce que je sens, à vérifier. il y a 2 naufrages industriels, les Que écolos deux? et le Ah Parti oui. socialiste. Les écolos d'abord. Ouais, ouais, quand même. Alors, les écolos entre 5 et 6, ouais. Ouais. Rien n'y fait. Ben, Il- je te répète ce que j'ai déjà dit, il me semble, quand on s'est parlé, il me semble que tu m'avais interrogé là-dessus, mais je vais faire rapide. Tu me demandes d'être rapide. bah, C'est un déficit, problème d'incarnation. Et que cette élection, elle n'est pas adaptée, l'élection présidentielle qui est très… elle n'est pas adaptée au vert. Ils n'ont jamais fait plus que 5,2 avec Noël Mamère. Je voyais un rembobinat hier à la télévision, on voyait Noël Mamère qui disait ouais, j'ai fait le meilleur score avec 5,2. Va-t-il faire plus de 5,2 ou moins, etc. Bon, voilà. Donc il y a un problème. Cette élection présidentielle, autant les élections municipales, régionales, voire législatives peuvent être bonnes pour les Verts, mais pas pour la présidentielle. Et puis deux, je travaille sur un dossier là-dessus, sur l'évolution des Verts, l'énergie, etc. Je trouve que pour la première fois, leur fond, leur ADN est contesté, et viscéralement, leur socle idéologique est en voie de pulvérisation dans l'opinion. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut avoir des dizaines de milliers de jeunes dire comme Greta Thunberg, bon, halte là, il faut tout arrêter, etc. Mais en termes de mesure, eh ben, le nucléaire maintenant est devenu majoritaire, dans l'opinion, et va le devenir de plus en plus avec la crise, de l'Ukraine. Et deux, les pales des éoliennes, j'en ai vu beaucoup ce week-end, sont devenues, on ne veut pas en avoir chez soi, etc., à tort ou à raison. Et là, il va y avoir une bataille sur ces deux thèmes. Et ça, c'était le fonds de commerce, une partie du fonds de commerce des Verts. Donc, Et il se trouve très malmené. on avait parlé lors de notre dernier rendez-vous, c'était la rencontre avec Yannick Jadot sur On n'est pas Oui. couché avec le photographe, rappelle-moi son prénom, son nom. C'était Yannick Jadot et Le photographe, un… Yann Ardus Bertrand. Et, Yann Arthus Bertrand, il se corrélait là-dessus sur le nucléaire, je crois me Yannick rappeler. Jadot n'arrivait pas à répondre. Oui, Il non, n'arrivait non. pas à répondre. Il était bloqué. Il est totalement… Donc, je pense qu'il y a une impasse, je pense qu'il y a eu un problème idéologique là qui est en train de… Enfin, il y a des fissures, ils ne sont pas tous unis. Donc, il n'y a pas que les fissures euh, par rapport à Madame Rousseau, hein, et le côté femme, homme, etc. D'ailleurs, elle est toujours dans la campagne, hein, contrairement à ce qu'on croyait. Elle n'est pas partie pour rallier Mélenchon, hein. Donc, elle veut mener le combat idéologique au sein des Verts après là. Et elle veut être candidate, tu as vu, aux législatives à Paris, hein. Donc, elle reste verte. Ce que je voulais dire, et on va en parler avec Hidalgo, c'est le point commun, je voulais peut-être aussi terminer par ça, c'est qu'en fait, tous les candidats qui sont passés par des primaires ont échoué. Jadot et les Verts face à Mme Rousseau. Madame Valérie Hidalgo, Pécresse. même s'il y avait des pseudo-candidats et que Sébastien Le Foll n'a même pas réussi à l'être, etc. Mais c'était quand même une primaire. Et puis, qui Valérie d'autre le Pécresse. troisième? Et puis Valérie Pécresse. L'échec, il me semble que j'en parlais avec toi il y a quelques mois. J'étais un petit peu dubitatif à l'égard des primaires. Il était très mauvais d'être candidat issu des primaires. Alors, tu vas me dire, il y a eu une simili-primaire peut-être avec Roussel, parce qu'il était candidat unique. Ils ont voté, mais c'était un candidat unique. Et puis, Oui, pour faire 3%, en fait, c'est quand même pas un triomphe. On verra. Mais Marine Le Pen, il y a peut-être eu un vote aussi. Mais il n'y avait pas de challenger. Hein, je crois qu'il y a eu un vote. oui, mais c'est Zemmour, parce que c'est administratif. Zemmour, Macron et Mélenchon aussi, je crois qu'il y a eu un vote. Mais Non, mais un vote. en fait, quand il y a primaire, ça veut dire que tu n'es pas leader. Ça veut dire que tu écrases pas le match. Voilà.
Et du coup, tu n'arrives pas en force dans une présidentielle. Parce D'où que le destin tragique entre nous, de Xavier Bertrand, qui savait ça, qui avait prévu le coup, qui aurait voulu être candidat Ben oui. à part, mais qui au dernier moment a pétoché, s'est dit, allez, je vais quand même revenir au parti, je vais peut-être y arriver. Je pense que les autres ont été plus habiles pour faire inscrire pour avoir des cartes. Donc, il s'est fait avoir d'un chouïa. Mais quelqu'un me disait de son environnement, me disait, ah, ben, s'il était resté en dehors, peut-être plus tôt, il serait resté en dehors, Pécresse aurait été choisi, ou Barnier, il se serait cramé, et là, peut-être il y aurait eu un changement de candidat, pour le coup, qu'il n'y a pas eu avec Hidalgo. À Hidalgo, on y a pensé. Hein. Tu te rappelles ce que je te disais pour François Hollande, hein. Ouais, Ça a été oui. écrit noir sur blanc dans le monde. Hein. Une belle enquête. Je t'en avais parlé pour Cazeneuve et pour Hollande. Oui, Et tu as vu que ce n'était pas du pipeau. bah, je le sais bien. Et je pense que Bertrand, il y avait ça aussi. Voilà, donc, candidat des primaires, échec assuré. Ce n'était pas le cas en 2007. Ça a été les belles primaires. Et puis en 2012, mais ça a commencé à dérailler avec Fillon en 2017. Alors, le naufrage le plus manifeste, hein, c'est quand même Anne Hidalgo, Oui. avec ses fameuses phrases si vous voulez que je fasse la même chose que j'ai fait à Paris et en France, les Français ont Ah l'air de oui. lui répondre non. Ben, elle est Voilà. convaincue de son bon bilan, elle a été réélue. Alors, effectivement, tout d'un coup, en 6 mois, ça a changé parce elle a subi beaucoup d'attaques. Mais elle a quand même été réélue il y a un an. Bah ouais. Mais quel naufrage. Alors, par, pour, naufrage parce que c'est pas une bonne candidate, naufrage parce que la social-démocratie est à l'Élysée, naufrage parce que le Parti socialiste aujourd'hui n'incarne plus rien. Alors, naufrage, parce que ce n'est pas une bonne candidate et qu'elle a ça en commun avec Valérie Pécresse, qu'elles sont perçues comme des candidates, j'entendais, de Paris, de la région parisienne. Il paraît qu'en province, on dit « Ah, la brune de Paris et la blonde d'Île-de-France ». C'est sympathique à l'égard des femmes. Hein. On les appelle ainsi. Ah, la brune et la blonde. Voilà. Donc, elles sont ravalées à une coupe de cheveux, à une couleur, la blonde et la brune. Mais elles sont ravalées au pouvoir de Paris, qui est quelque chose qui est épouvantable, qui n'est pas du tout dans l'air du temps. Ce que n'ont pas subi, ce que je pensais que subirait dans le passé Nicolas Sarkozy, mais il avait d'autres atouts parce qu'il était ex-maire de Neuilly. Hein. Et Macron, mais Macron, il avait des origines aussi d'Amiénoise et du Touquet, de la France profonde. Mais, alors, Anne Hidalgo, elle a essayé de se présenter comme une ex-espagnole, républicaine, etc., mais ça n'a pas marché. Et Pécresse, ça n'a pas marché. Donc, c'était des candidates qui étaient peut-être pas comme il fallait pour la présidentielle, pas bonne candidate. Alors, pas bonne candidate aussi parce qu'elle a fait son lot de bévues, de petites phrases, surtout de choses qui ont été perçues comme arrogantes et un petit peu décalées par rapport à ce que vivaient les Parisiens ou ce qui était dit sur la vie à Paris, à tort ou à raison. Donc, elle a été identifiée aux embouteillages, à la pollution, à tout un tas de sujets. Donc, c'était terriblement pollué. Elle n'avait pas la politique par la preuve que Valérie Pécresse pouvait avoir, qu'elle a utilisée parfois, quand elle dit « Moi, j'ai réduit le nombre des fonctionnaires. Moi, j'ai fait des économies. Et je le ferai au niveau national. » Elle le dit, ces deux filles, ces deux femmes, chacune dans leur genre. Elle le dit beaucoup, Valérie Pécresse. Moi, je sais faire pour réduire le train de vie de l'État et je l'ai fait pour la région. Et c'est vrai qu'elle l'a fait, je te confirme, qu'elle l'a fait pour Valérie Pécresse. Alors, Anne Hidalgo, elle ne l'a pas fait pour amincir le budget de l'État, puisque je crois que il y a toujours autant de fonctionnaires à la ville de Paris. Et la Cour des comptes Mais c'est s'intéresse vrai, à la ville de Paris, a priori. et c'est vrai que son principal argument, c'était l'écologie. C'était les nouveaux systèmes, les modes de transport, c'était, etc. La nouvelle ville, qui aurait pu être un argument. Et pourquoi elle s'est fait aider par pléthore de maires de grandes villes PS Montpellier, Rennes, Nantes. C'est parce qu'elles sont dans la même philosophie. C'est les nouvelles villes qui associent les trottinettes, les zones de verdure, les forêts d'arbres dans Paris, etc. Bon, et ça peut marcher au municipal, on l'a vu. Et pour elle, et pour tous ceux dont je te cite. Mais il y a toute une France rurale qui flingue, qui ne supporte pas tout ça, qui traite des Verts
de tout ce qui est vert, de tout ce qui est verdissement, comme le diable absolu. Et ça, c'est rédhibitoire. Elle n'était pas la candidate, elle aurait pu être, si c'était une élection sur la candidate des villes de France, elle aurait pu être présidente, d'ailleurs, comme est, je crois, Madame Roland, Johanna Roland de Nantes, qui est maire des grandes villes, ou Madame Delga, des villes, des régions. Bon, mais de la France, il y avait quelque chose qui était violent, qui était intimement en contradiction avec les ressorts d'un bon candidat, je pense, à la présidentielle. Ça sont les erreurs. Après, la social-démocratie, non, c'est un leurre, c'est une façade des mesures social-démocrates qui ont été parfois intégrées au programme présidentiel de Macron. Mais moi, je trouve que cette alliance de gens de la social-démocratie avec des gens qui sont très à droite et peut poser légitimement des questions et que voilà. Et donc, ça fait dire aussi à beaucoup de gens, tous ces gens qui sont combattus pendant 20 ans, on les retrouve maintenant dans la même équipe à soutenir le même candidat. Et donc ça, c'est une machine à fabriquer de l'abstention et des votes extrêmes. 3, l'affaiblissement théorique, philosophique de la social-démocratie. Oui, mais pas partout. Ce n'est pas une fin en soi. Ça renaît dans des pays où ça ne devait pas renaître si vite. Enfin, parlons quand même de l'Allemagne. Les pays nordiques qui ont toujours alterné parti bourgeois, parti sociodémocrate. Tous les pays nordiques sont sociodémocrates. Espagne et Portugal, où ça résiste bien. L'Italie, où tout le monde est au pouvoir, mais c'est quelqu'un qui est plutôt de sensibilité centriste, mais qui associe aussi un petit peu les sociodémocrates. Donc, les sociodémocrates en tant que philosophie unique pour diriger un pays, effectivement, c'est un peu limité. Même en Allemagne, ils sont associés aux libéraux et aux verts. Dans les pays nordiques, ils sont parfois en majorité de gouvernement avec des partis bourgeois ou des partis libéraux. Il n'y a qu'en Espagne, en Italie, où ils sont seuls, socialistes. Hein. Voilà. Donc, et attention aussi à un truc selon lequel on dit beaucoup que la gauche a disparu. Ça, j'en suis pas convaincu du tout, parce que les thématiques de la protection et les thématiques, effectivement, et là, Zemmour, il a raison quand il dit Madame Le Pen, elle est socialiste. Madame Le Pen, et c'est la candidate qui est presque elle est très à gauche sur beaucoup de sujets. Et donc, le vote de gauche, je pense qu'il y a des gens, je suis sûr qu'il y aura dans le vote Le Pen, il y aura des gens qui auront voté PS. Hein. Voilà, on peut s'attendre à tout. Hein. Donc, les types de gauche, ils sont pas que chez Mme Hidalgo et chez M. Jadot et chez M. Mélenchon. Donc, ce n'est pas que 22-23%. C'est au moins un petit bout de l'électorat Macron, plutôt âgé, qui apprécie Macron pour les raisons que je t'ai évoquées. De chef de guerre, il représente bien la France, il est propre sur lui, il va peut-être faire les réformes, etc. Et puis quand même, il y a beaucoup de gens de gauche qui votaient avant Roussel, PC, voire PS, voire Vert, qui votent maintenant parce qu'ils sont sûrs d'avoir la retraite à 60 ans. moins tardive et des mesures sociales avec Marine Le Pen. Hein. Mais c'est vrai que dans tout ça, la social-démocratie, elle est fragilisée, elle a un petit peu disparu, elle est gazeuse. Mais alors, il y a quand même Lionel Jospin, tu as vu la semaine dernière, qui soutient, voilà, ce n'est pas rien quand même, qui va voter par fidélité. Hollande qui le fait en disant, bon, et là je te confirme ce qu'on disait, il me semble, il y a quelques mois, je pense qu'il est prêt à être candidat aux législatives en Corrèze. Donc, pour être un de ceux qui va être très bien élu, peut-être dès le premier tour, et pour qui va faire du bruit. Voilà. Donc, après, ça peut revenir, hein, ça va, ça vient. Moi, je suis contre l'idée des partis qui disparaissent totalement. Je ne le crois pas, même en France. Et d'ailleurs, on l'a vu dans les pays aux alentours, il peut y avoir des va-et-vient. Bon. Voilà. Enfin, c'est subjectif. Hein. Bon, c'est à suivre. On a à suivre. Hein. On a fait un oui. grand tour. Merci, Philippe, encore pour Mais cette je t'en prie. On fera une émission après le premier tour. Hein. Après le premier tour. Peut-être on va. En live. Tant de fois, on fera peut-être un direct. J'ai envie qu'on fasse un petit direct. Volontiers, dimanche soir. De debriefing, peut-être le lundi soir. En tout cas, merci Philippe Rier, journaliste politique, un habitué du Club Lamartine et des rendez-vous du Club Lamartine. Merci Philippe pour ton analyse. Elles sont toujours aussi enrichissantes.
J'invite les auditeurs et les spectateurs à s'abonner aux chaînes sur YouTube et sur toutes leurs plateformes. Hein. Vraiment, ils sont nombreux à nous écouter de plus en plus. Merci. Merci Philippe. On se donne rendez-vous entre le premier tour et le deuxième tour. Absolument, promis. À bientôt. À bientôt. Au Au revoir, revoir. Lionel. Bonne journée. Au Merci. revoir. Au Ciao. revoir. Salut.